Bonjour à tous, voici le cours du chapitre C4 bis sur la modélisation microscopique de l'évolution d'un système qui fait suite à la modélisation macroscopique de l'évolution d'un système. Je vous rappelle qu'on avait parlé de vitesse de réaction. Et bien là, en fait, on va s'intéresser à quels sont les mécanismes réactionnels qui se produisent lorsqu'on fait une transformation chimique. Allez, c'est parti. Alors, vous savez qu'une transformation chimique est modélisée par une réaction. Et l'équation de cette réaction va nous permettre de réaliser des bilans de matière, par exemple à l'échelle macroscopique. Mais à l'échelle des entités, c'est-à-dire à l'échelle microscopique, cette transformation s'effectue en général en plusieurs étapes. Ce seront donc les étapes du mécanisme réactionnel, chaque étape étant constituée d'un acte élémentaire. On va voir un petit peu de vocabulaire. Le premier terme que l'on va étudier, c'est un acte élémentaire. Donc, c'est une modélisation à l'échelle des entités, c'est-à-dire à l'échelle microscopique, d'une transformation qui s'effectue, elle, en une seule étape. Ce mécanisme réactionnel, en fait, est une succession d'actes élémentaires. Il peut y en avoir 2, 3 ou beaucoup plus. Et enfin, lors de ce mécanisme réactionnel, va apparaître une espèce en tant que produit lors d'un acte élémentaire et dans un premier temps en tant que produit et qui va être reconsommé donc en tant que réactif dans un autre acte élémentaire en général qui le suit. Et cette espèce-là qui est donc d'abord produite puis consommée, on appelle ça un intermédiaire réactionnel. Il ne va pas figurer dans l'équation globale de la réaction qui va modéliser la transformation. Alors, prenons un exemple. Voici donc une transformation dont le bilan s'écrit de cette façon-là. Donc, on a CH3 3 fois Cl plus l'ion hydroxyde HO- donne CH3 3 fois COH plus Cl-. Ça, c'est le bilan global. Mais en fait, cette réaction, il faut voir que c'est une réaction qui est lente. Et elle s'effectue en réalité en deux actes élémentaires, donc à l'échelle microscopique. Dans un premier temps, on fabrique cet intermédiaire réactionnel, on appelle ça un carbocation, qui est lui-même consommé dans un autre acte élémentaire pour donc retrouver le produit final. Donc ici, nous repérons les réactifs de la transformation que l'on repère là et là, ainsi que les produits finaux de la transformation que l'on repère là et là. Et donc on a cette espèce ici, ce carbocation, qui est donc un intermédiaire réactionnel. Vous voyez qu'il est d'abord produit, puis consommé dans un autre acte élémentaire. Au final, si on avait juste ceci, on ne nous donne pas la transformation finale, pour obtenir la transformation finale, on fait la somme membre à membre de toutes les espèces à gauche, donc des flèches, ainsi que de toutes les espèces à droite des flèches, et les espèces que l'on retrouve à gauche comme à droite de la flèche, on les élimine puisqu'elles ne finalement, au bilan, c'est comme si elles n'existaient pas, même si elles sont nécessaires dans la construction. Et donc, on obtient bien, au final, la même équation bilan que ce que nous avions écrit dès le départ. Et donc, je répète, cette espèce-là qui est d'abord produite puis consommée, on appelle ça un intermédiaire réactionnel. Alors, faisons cet exercice pour s'entraîner, mettez sur pause, faites-le, et puis on corrige après. Alors, on vous dit que le mécanisme associé à la réaction entre l'acide iodhydrique et le peroxyde d'hydrogène est le suivant. Donc, ce sont les deux actes élémentaires qui se font dans l'ordre, bien sûr, et on vous demande d'identifier donc l'intermédiaire réactionnel. Donc, ici, on analyse l'intermédiaire réactionnel, rappelez-vous, c'est une espèce qui est produite puis consommée, donc au final on ne la retrouve pas, et ce ne doit être ni un réactif, ni un produit de la transformation. Donc ici, on aperçoit donc cette espèce
qui est d'abord produite puis consommée. Donc, il s'agit de l'intermédiaire réactionnel. On vous demande ensuite d'établir l'équation de la réaction de la synthèse, sachant que toutes les espèces sont en solution aqueuse. Ça veut dire qu'il va falloir écrire le bilan avec les états physiques. Donc ici, on va faire la somme membre à membre de toutes les espèces chimiques et on va supprimer celles qui interviennent en même temps à gauche et à droite de la flèche. Donc on repère ici les réactifs, on repère les produits, et puis on n'a plus qu'à en faire la somme membre à membre. Sachant que, attention, là j'ai donc HI et encore HI, donc j'en aurai deux, puisqu'on fait la somme membre à membre. De la même façon ici dans les produits, j'ai la molécule d'eau qui intervient lors de cet acte élémentaire, une autre molécule d'eau qui intervient lors de cet acte élémentaire, donc on va bien l'écrire qu'elle apparaît deux fois. Et donc, en faisant la somme membre à membre, eh bien, nous obtenons ce bilan. On n'oublie pas d'écrire les états physiques. On vous dit que toutes les espèces sont en solution aqueuse. Ne m'écrivez pas aqueux à l'eau, bien sûr, puisque aqueux veut dire que cette espèce est entourée de molécules d'eau. Donc là, pour l'eau, on met à l'état liquide. Donc, on a bien 2 HI ici, plus donc le peroxyde d'hydrogène H2O2, donne le diode plus les deux molécules d'eau. Allez, faites cet exercice, mettez sur pause et on corrige une fois que vous aurez fini. Alors, le 2-bromo-2-méthylpropane réagit lentement avec les ions hydroxyde suivant cette réaction. On vous demande de recopier et de compléter le mécanisme réactionnel associé à cette réaction. Alors là, il va falloir faire attention parce que même lors d'un acte élémentaire, eh bien, les règles pour écrire une équation s'appliquent, à savoir il y a conservation de chaque élément, il y a conservation également de la charge. Donc, ici, CH3, 3 fois, CH3, 3 fois, carbone, carbone. Ici, j'ai un BR. Ici, donc, il va falloir que j'écrive le BR. Mais attention, ici, puisque j'ai une charge plus et que cette espèce-là n'est pas chargée, il faudra une charge moins. Donc, voici ce que l'on obtient pour la première équation. Donc, il faut rajouter le BR-. Ensuite, pour cette deuxième équation, eh bien, là encore, mon seul produit, c'est ceci. Donc, il faut que je trouve l'espèce correspondante, en respectant, donc, comme je vous ai dit, la conservation des éléments et des charges. Donc, le OH, il est ici, je le retrouve là. Donc, j'aurai ce fameux carbocation, là, qui sera chargé plus, d'accord ? Comme ça, plus et moins, ça fait quelque chose de neutre et j'ai effectivement quelque chose de neutre ici. Donc, voici le deuxième acte élémentaire. Voici comment il s'écrit. Donc, vérifiez bien qu'on a bien conservation de chaque élément chimique et conservation de la charge totale. On ne me le demande pas ici, mais je vois qu'il y a un intermédiaire réactionnel qui est donc ce carbocation qui est ici et là. Donc, quand je vais faire ça plus ça, je retrouve bien donc cet alcool plus cet ion Br-. Donc, je retrouve bien l'équation globale ici. J'ai mis en vert donc l'intermédiaire réactionnel qui est ici le carbocation. Ça ne m'était pas demandé, mais c'est pour faire référence à ce que nous avons dit auparavant. Et donc, je retrouve, en faisant la somme membre à membre, je retrouve bien cette équation-là. On passe à la notion de flèche courbe de l'acte élémentaire. Lors d'un acte élémentaire, les atomes des entités donc se réorganisent entre elles. Cette modification va résulter en fait d'une redistribution de certains doublés d'électrons de valence qui va être formalisée par des flèches courbes. Alors une flèche courbe va symboliser le déplacement d'un doublé d'électrons au cours d'un acte élémentaire. Cette flèche va toujours partir d'un site donneur d'électrons qui va posséder donc un excès d'électrons ou un grand nombre d'électrons, par exemple par des doublés d'électrons.
vers un site accepteur d'électrons, donc qui sera en manque d'électrons. La flèche courbe matérialise donc la rupture et la formation des liaisons. Donc selon le cas, ce sera soit une rupture, soit une formation de liaison. Alors, petit bilan sur quels sont les sites donneurs ou accepteurs. Tout d'abord, on va travailler sur les sites donneurs d'électrons. Donc, ça peut être un doublet non liant parce qu'il a donc un doublet d'électrons qui n'est pas installé dans une liaison et donc qui va pouvoir faire une liaison. Il peut être aussi associé à un atome qui va posséder une charge négative complète, donc avec le signe moins, ou partielle, delta moins. Ça, il faudra comparer les électronégativités des deux atomes concernant la liaison. Et enfin, ça peut être aussi un doublet liant qui appartient à une liaison multiple, comme une liaison C, double liaison C, ou C double liaison O, ou C double liaison N. Bon. Ça peut être aussi un doublet liant qui appartient à une liaison simple, d'une liaison polarisée, et dans ce cas-là, eh bien, il y aura rupture de cette liaison. Voici donc les différents types de donneurs d'électrons que l'on va retrouver. Pour les accepteurs, ce seront des atomes par exemple porteurs d'une lacune électronique, donc qui seront en manque d'électrons, ou alors qu'ils portent une charge entière plus, ou une charge partielle positive. Là, c'est lors d'une liaison avec une différence d'électronégativité notable entre les deux atomes de cette liaison. Alors, voici le point méthode. Tout d'abord, on identifie les sites donneurs et accepteurs de doublets d'électrons dans les réactifs. Alors, je ne l'ai pas dit auparavant, mais il va falloir écrire toutes les molécules en schéma de Lewis. Donc ensuite, comme je vous l'ai dit, on identifie les sites donneurs et accepteurs. On identifie les liaisons qui sont rompues ou fermées, puisque vous aurez le mécanisme réactionnel, et donc vous voyez les différentes étapes entre avant et après. Avant à gauche de la flèche, après à droite de la flèche. Donc on compare. On voit quelles sont les liaisons qui ont été formées ou rompues. Puis enfin, on trace donc uniquement dans les réactifs, pas dans les produits, les flèches courbes. Attention, elles partiront toujours des sites donneurs et elles vont pointer vers les sites accepteurs qui vont donc permettre de rendre compte de ces liaisons qui seront rompues ou formées. Alors, quelques exemples de sites donneurs et accepteurs. Donc, site donneur dans un premier cas. On avait dit que cela pouvait correspondre à des doublets non liants. Donc, on a cette première, par exemple, catégorie. Attention, on vient la flèche, donc la flèche courbe ne partira pas de N, mais vraiment de ce doublet. C'est ce doublet qui va être un site donneur. Donc, par exemple, pour le l'ion chlorure, ben là, c'est un de ces 4 doublés. Hein, bien sûr, j'ai mis celui-là, mais ça peut être un de ces 4, n'importe lequel. Pour la molécule d'eau, par exemple, eh bien, on ne pointe, enfin, la flèche donc ne partira pas d'un atome, mais vraiment du doublet non liant, donc d'un atome fortement électronégatif, comme l'oxygène, par exemple. Vous voyez que dans cette liaison, eh bien, l'oxygène a une grande différence d'électronégativité avec les atomes d'hydrogène. Donc ici, nous avons des liaisons polarisées, donc delta moins, delta plus, ici delta moins. Donc l'oxygène, il est 2 delta moins. Et puis en plus, il a donc ces doublés d'électrons qui ne sont pas mobilisés dans une liaison, donc ils vont pouvoir faire des liaisons. Et enfin, autre exemple, eh bien, des liaisons multiples, hein, que ce soit C double liaison C ou C double liaison O. Là, on a un excès d'électrons, en fait, donc qui vont pouvoir fabriquer donc, des nouvelles liaisons. Pour les sites accepteurs, on a dit que cela pouvait être soit donc une lacune électronique, comme donc la lacune du bord ici, ou alors un atome qui possède une charge positive ou un atome d'une liaison AB quelconque dont la différence d'électronégativité est telle que eh bien, c'est l'atome le moins électronégatif qui va être le site accepteur. Donc, la flèche courbe partira toujours d'un de ces
tirer ici vers l'atome, donc ici, qui sera le site accepteur. Le site accepteur, c'est toujours un atome, alors que le site donneur, c'est toujours un doublé. On part d'un doublé d'électrons, que ce soit un doublé de liaison ou un doublé non liant. Allez, nous allons faire cet exercice. Vous mettez sur pause et puis on le corrige juste après. Alors, on vous dit ici, dans chaque schéma de Lewis, un atome donneur de doublé d'électrons est repéré en rouge. Donc ici, on a l'oxygène dans l'éthanal et l'azote dans l'éthanamine. Et un atome accepteur de doublé d'électrons qui sera repéré en bleu, ici, le carbone, lié donc à cet oxygène. Et ici, c'est ce carbone lié à cet azote. Et on vous demande de justifier le caractère donneur ou accepteur donc, de ces sites. Donc, il va falloir justifier le fait que O soit un donneur, C soit un accepteur, et pareil pour ici. Donc, on y va pour l'éthanal. Pour vérifier donc que lui est un site donneur et un site accepteur, il suffit de comparer les électronégativités de chaque atome et de voir si la liaison est suffisamment polarisée pour parler de site de donneur ou accepteur. Donc, on y va. Pour cette liaison-là, donc, eh bien, on a une grande différence d'électronégativité entre C et O, si vous comparez les valeurs. Ici, l'électronégativité de C, c'est 2,6, alors que celle de O, c'est 3,4. Donc, on a l'électronégativité de l'oxygène qui est bien supérieure à celle du carbone. Ainsi, nous avons la liaison qui est ici, que j'ai reportée ici, donc C double liaison O, qui est polarisée, avec O, donc delta moins, et C delta plus. Et donc, de ce fait, eh bien, le site donneur sera donc l'oxygène puisqu'il y a un excès d'électrons, enfin il est riche en électrons, pardon, et le site accepteur, donc le carbone qui lui est en manque d'électrons. On va faire pareil pour l'éthanamine. Donc là encore, nous comparons l'électronégativité des deux atomes N et C. On s'aperçoit que là encore, il y a une assez grande différence d'électronégativité entre les deux. Et donc, on peut considérer du coup que cette liaison est polarisée. Ainsi, puisque l'azote est plus électronégatif que le carbone, eh bien, nous pouvons réécrire cette liaison comme ceci, avec les charges partielles. Et donc, on en conclut que le site donneur, c'est donc celui qui est riche en électrons, à savoir l'atome d'azote. En plus, il porte un doublé non liant. Et puis donc le carbone qui est delta plus et donc qui sera un site accepteur donc d'électrons. Alors, vous allez mettre sur pause cette vidéo et regarder celle-ci dont je vous ai remis le lien donc sur Pronote. Qui vous explique donc le formalisme des flèches courbes donc pour les mécanismes réactionnels. Et une fois que vous aurez regardé cette vidéo, eh bien, vous reprenez et on continue. Donc voilà, vous avez regardé la vidéo, eh bien, nous allons tout de suite nous entraîner en faisant cet exercice. Mettez sur pause et puis on corrige juste après. Alors, on vous demande ici de modéliser un déplacement de doublé. On vous dit que le mécanisme de la réaction entre le propane 1-ol et l'acide chlorhydrique conduisant au 1-chloropropane, donc c'est-à-dire cette molécule-là, est donné ci-après. Donc, on voit ici le mécanisme réactionnel qui présente donc deux actes élémentaires, le premier et le suivant. On vous demande donc de recopier ces équations. Ça forme le mécanisme réactionnel, et puis de représenter par des flèches courbes le mouvement des doublés d'électrons en expliquant la formation et la rupture donc des liaisons. Et pour cela, on vous demande d'utiliser le réflexe 4 que je vous remets ici. Le réflexe 4, c'est d'abord on identifie les liaisons formées et rompues pour chaque acte élémentaire, puis on identifie les sites donneurs et accepteurs de doublés d'électrons. Et enfin, on trace les flèches courbes qui expliquent donc la formation ou la rupture des liaisons. Attention, pour ces flèches courbes, on part d'un doublé d'électrons d'un site donneur et on pointe vers le site accepteur de doublé d'électrons. Attention, un site accepteur, c'est toujours un atome. Donc, on part d'un doublé
et on va vers un atome. Allez, c'est parti. Tout d'abord, on va identifier les liaisons formées et rompues dans ce premier acte élémentaire. Donc pour ça, on compare en fait bien ce que l'on a à gauche et à droite de la flèche. Donc ici, je l'ai remis. On s'aperçoit que la modification se fait à ces deux niveaux-là. Donc ça, on voit qu'il y a une formation là donc cet oxygène qui était lié à cet hydrogène, on le retrouve ici, eh bien il a une nouvelle liaison donc avec un H. Par contre, cette molécule ici a perdu son hydrogène. Mais justement, c'est l'hydrogène qui est arrivé bien sûr ici. Donc maintenant que l'on a repéré les liaisons formées et rompues, eh bien on identifie les sites donneurs et accepteurs. Donc on s'aperçoit que pour faire ici cet ion-là, eh bien donc il y a eu une rupture d'une liaison. Cette liaison ici est devenue un doublet non liant pour le chlorure. Et donc, en contrepartie, j'ai un H+, du coup, puisqu'il a perdu cette liaison, et qui est venu sur ce site ici donneur. Donc, attention, de bien faire les flèches courbes dans le sens du donneur vers l'accepteur. Alors, c'est parti. Donc, ici, ce doublet est venu sur l'atome de chlore pour former donc ceci. Et donc cet ion-là, qui est un accepteur d'électrons, du coup, puisqu'on a du coup un ion H+, et lui, ici, on a un donneur avec ces deux doublets non liants. Donc le donneur vient ici sur l'atome d'hydrogène, enfin l'ion H+. Et nous obtenons donc l'ion Cl-, et ici, eh bien, cet ion, avec ici une charge plus, parce qu'en effet, l'atome d'oxygène a utilisé donc ce doublet pour faire une liaison. Du coup, c'est comme si lui, il avait perdu un électron, parce qu'avant, il avait ces deux petits électrons. Je vous rappelle qu'un doublet, comme son nom l'indique, c'est deux petits électrons, sauf que là, il en a donné un à l'hydrogène. Donc, pour lui, il en a perdu un, d'où le signe plus ici. Et puis, de toute façon, vous savez que quand on écrit une équation, il y a conservation des éléments, mais conservation des charges. Donc, comme ici, j'ai quelque chose qui n'est pas chargé, là, si j'ai une charge moins, c'est que j'ai une charge plus. Donc, voici les notations des flèches courbes pour la première étape. Attention, les flèches courbes se notent toujours dans la partie réactive de l'acte élémentaire, pas à droite, hein, à gauche. On va faire la même chose pour la deuxième étape, c'est-à-dire le deuxième acte élémentaire. Donc déjà, on repère ce qui a été modifié. Donc ici, ceci a été modifié. Alors maintenant, on essaye de comprendre ce qui a pu se passer. On voit clairement que ici, on a une molécule d'eau qui s'est détachée là de cet ensemble. Et donc, l'ion chlorure est venu à la place, en fait, donc, de cette molécule d'eau. Donc, une fois que l'on a repéré quelles étaient les liaisons rompues et fermées, donc, vous voyez, là, ici, on va avoir une liaison qui va se rompre pour pouvoir donner la molécule d'eau. Et puis, au contraire, lui qui va venir se mettre sur ce carbone. Donc, vous voyez bien que ceci est un site donneur d'électrons. Il a plein de doublets non liants. Et là, il va falloir donc rompre cette liaison. Donc, c'est ce que nous allons noter dans un premier temps. On part bien du doublet vers le site accepteur. Ici, c'est l'oxygène. Je vous rappelle qu'un site accepteur, c'est toujours un élément. Donc, on part d'un doublet vers un élément. Donc là, on fait la rupture de cette liaison. On va obtenir la molécule d'eau. Ainsi, du coup, on aura un carbocation ici puisque lui sera chargé positivement. Et donc, un de ces doublets non liants va venir sur ce carbocation qui va donc se former. Et donc, on va représenter la flèche courbe comme ceci. Allez, vous faites cet exercice, vous le faites en entier, vous mettez sur pause et on le corrige juste après. Alors, on vous dit qu'on s'intéresse à l'une des étapes de mécanisme réactionnel de l'hydratation du propène. Alors, dans un premier temps, on a un acte élémentaire qui est ici.
et on vous dit qu'il y a une erreur qui a été commise dans la modélisation ci-dessous et on vous demande de la justifier. En effet, ici, la flèche courbe doit toujours partir du site donneur vers le site accepteur. Ici, ça a été le contraire. Elle part du site accepteur vers le site donneur. Donc ça, c'est pas bon. Il faut faire l'inverse. Donc en fait, il faut partir d'un de ces doublés et aller vers le carbocation qui est ici. Donc voici ce qu'il fallait faire puisqu'on vous demande de la corriger. Voilà, on part bien du doublé vers l'élément. Enfin, l'élément, l'atome, pardon. L'atome accepteur. Ensuite, on vous dit que le propane de Hall a pour schéma de Lewis donc cette formule. Et on vous demande de modéliser l'acte élémentaire conduisant au propane de Hall, donc conduisant à cette molécule, à partir de cet intermédiaire réactionnel que l'on a appelé A. Donc là encore, on regarde quelles sont les liaisons qui ont été formées et qui ont été rompues. Donc on regarde les différences. Donc je l'ai reproduite ici. Alors, les différences, elles sont à ce niveau-là. Donc vous voyez qu'en fait, pour aller de là à là, eh bien cet oxygène a perdu un proton. Et le doublet de liaison est redevenu un doublet non liant. Donc, pour pouvoir le matérialiser avec une flèche courbe, eh bien, alors je suis partie de cet hydrogène, j'aurais pu partir, je suis partie, pardon, de ce doublet avec l'hydrogène, j'aurais pu partir de l'autre, hein, peu importe l'un ou l'autre. Eh bien, ce doublet, donc, revient au site accepteur ici, puisqu'il y a une charge plus. Et donc, bien sûr, ce qu'il manque, c'est le lion donc H+, qui est formé, qu'il va falloir rajouter, parce que sinon, cette équation sans H+, n'est pas bonne, hein, puisqu'on n'a pas conservation ni des éléments, ni des charges. On va passer à l'effet maintenant d'un catalyseur. Alors, le catalyseur, on en avait parlé dans le chapitre précédent. Vous savez que c'est une espèce chimique qui est consommée et qui est ensuite régénérée. Et elle n'apparaît pas dans le bilan global. C'est ce que nous avions vu donc au chapitre précédent. Et bien là, cette espèce chimique, elle est bien sûr consommée au cours d'une étape élémentaire. En général, c'est plutôt vers pas forcément le premier acte élémentaire, mais c'est quand même le début. Et puis au cours d'une étape ultérieure, pas forcément juste après, eh bien, elle est régénérée. Et donc, au final, ce catalyseur n'apparaît pas dans le bilan global de l'équation de la transformation. Ça, c'est très important. Alors, il ne faut pas confondre avec l'intermédiaire réactionnel qui, lui, au contraire, est d'abord produit, puis consommé. Alors que là, c'est d'abord consommé, puis régénéré au cours d'une étape ultérieure. Donc, l'ajout d'un catalyseur va modifier en fait le mécanisme réactionnel d'une transformation. Et il va permettre la formation donc d'intermédiaires réactionnels qui seront plus réactifs que les réactifs initiaux, ce qui va permettre d'accélérer la transformation. Souvent, le fait d'avoir un catalyseur augmente le nombre d'étapes élémentaires, mais même s'il y a plus d'étapes élémentaires, le phénomène se produit plus rapidement. Allez, justement, nous allons nous entraîner avec cet exercice à reconnaître un catalyseur. Allez, c'est parti. Je vous laisse le faire en entier. Vous mettez sur pause. On le corrige après. Alors, on vous dit que le chlorure de tertiobutyle s'hydrolyse à température ambiante selon ce mécanisme. Donc, il contient 3 étapes. Et puis, on a une autre transformation qui est le peroxyde d'hydrogène qui peut se décomposer selon donc, ce mécanisme ici. Donc, 3 étapes. Et ces réactions n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre, hein. Ce sont au bilan 2 réactions complètement différentes. Et on vous demande dans quel mécanisme réactionnel les ions hydrogène H+, catalysent-ils la réaction. Il faut justifier. Bien. Alors tout d'abord, on va essayer de repérer cet ion H+. Dans le premier mécanisme, il n'apparaît que là. Donc ça ne peut pas être un catalyseur puisque il n'est pas consommé dans une première étape.
il est juste produit. Donc ça ne peut pas être ici un catalyseur. Regardons maintenant dans le deuxième mécanisme réactionnel, on l'aperçoit là et là. Là, il est consommé, puis régénéré un peu plus tard. Donc dans un autre intermédiaire, dans un autre acte élémentaire. Vous voyez que c'est d'ailleurs pas un acte élémentaire qui le suit juste après. Hein. Mais bref, il est consommé, puis régénéré, donc entièrement. Donc il n'apparaît pas dans le bilan global. Donc ici, H+ constitue bien un catalyseur dans le mécanisme numéro 2. Ce qui n'est pas le cas dans le premier mécanisme. Alors, on vous demande ensuite d'écrire l'équation de chacune des réactions sans préciser l'état physique des espèces. Donc, on va écrire le bilan de cette transformation plus le bilan. Et puis enfin, dans une deuxième partie, le bilan de cette transformation. Donc, pour cela, je vous avais dit, on fait l'addition membre à membre de toutes les espèces. Mais essayons tout d'abord de voir s'il y a des intermédiaires réactionnels, parce que vous savez que là aussi, ils ne doivent pas apparaître dans l'équation finale. Donc, un intermédiaire réactionnel va être une espèce qui est d'abord produite, puis consommée un petit peu plus tard. Donc ici, nous repérons cette espèce-là qui est d'abord produite, puis consommée. Donc ça, c'est un intermédiaire réactionnel que je ne retrouve pas. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, j'ai aussi celle-ci. Donc ces espèces ne vont pas apparaître dans le bilan. Par contre, je repère donc les réactifs ici en jaune, qui seront donc à gauche de la flèche, et les produits ici à droite, donc à droite de la flèche. Et donc je peux écrire maintenant le bilan pour la réaction 1 qui va pouvoir s'écrire comme cela. Pour être sûr de ne pas m'être trompé, je peux compter chaque élément pour savoir si il y a bien dans cette transformation les éléments que l'on retrouve en même quantité à gauche et à droite de la flèche, et puis au niveau des charges, si c'est cohérent, c'est-à-dire qu'ici j'ai quelque chose qui est neutre, donc il me faut quelque chose de globalement neutre ici aussi. Donc vous pouvez vous entraîner à compter, hein, et vous verrez que donc cette transformation est totalement équilibrée. On va faire maintenant la même chose pour la réaction numéro 2. Donc essayons de repérer s'il y a des intermédiaires réactionnels. Donc des espèces qui sont d'abord produites, puis consommées. Donc je repère ces différentes espèces, ici produites, puis consommées, une autre espèce d'abord produite, puis consommée. Et je repère également ce Br-, qui est lui au contraire consommé, puis régénéré. Donc là, j'ai encore une espèce que l'on peut dire que c'est un catalyseur, comme le H+. Donc ici, j'avais H+ et Br- comme catalyseur. En fait, c'était HBr, mais en solution dans l'eau, ça devient du H+ et du Br-, tout simplement. Et donc, les deux espèces catalysent ici l'équation. Donc, celle-là, non plus, je ne dois pas les faire apparaître dans le bilan. Donc, au final, qu'est-ce que j'ai comme réactif? Eh bien, j'ai ces deux espèces-là, donc 2 fois H2O2. Et comme produit, eh bien, j'ai donc 2 molécules d'eau et puis le dioxygène. Donc, je vais pouvoir l'écrire comme ceci. Voici donc l'équation de la réaction numéro 2. Alors, pourquoi une flèche, 2 flèches, etc. Donc, si vous voyez qu'il n'y a que des doubles flèches partout, alors vous mettrez une double flèche. Mais si vous voyez qu'à un moment donné, pour une étape élémentaire, ça ne se fait que dans un sens, alors vous mettez au final donc une seule flèche. Parce que ça voudrait dire qu'on ne peut pas le faire dans l'autre sens. Allez, on passe à la dernière partie sur l'interprétation de l'influence des facteurs cinétiques. Donc, pour qu'un acte élémentaire se fasse, eh bien, donc sur ce style-là par exemple, eh bien, il y a nécessité qu'il y ait un choc, donc une collision entre les deux espèces. Pour cela, il faut que cette collision, elle se fasse avec une bonne orientation et en plus avec suffisamment d'énergie pour que les chocs soient considérés comme efficaces. Donc une énergie cinétique suffisamment grande. Et donc la vitesse donc, de l'acte élémentaire est assimilée à la vitesse de formation de C, donc par cet acte élémentaire. Il existe donc 2 types de chocs entre les réactifs. On va parler des chocs efficaces qui vont produire à la formation donc, du produit. Ici, il n'y a qu'un produit, c'est C.
ou alors des chocs qui ne sont pas efficaces et du coup qui vont laisser les entités A et B inchangées. C'est-à-dire que A va se choquer avec B, mais pour autant ne va pas fabriquer donc l'espèce C. Donc là on parlera de choc inefficace. Donc en gros, j'ai un choc efficace lorsque A et B se rencontrent avec une vitesse suffisante et puis dans une bonne orientation pour produire C. Donc là j'ai un choc efficace. Alors que si le choc n'est pas efficace, ils vont rebondir l'un sur l'autre et je ne vais pas fabriquer C, c'est-à-dire que je vais toujours avoir mes réactifs A et B, mais qui vont partir dans d'autres directions avec une autre énergie. Donc là, c'est un choc inefficace. Donc pour que la réaction se produise, bien sûr, il va falloir des chocs efficaces. Alors du coup, on va parler des facteurs cinétiques. Lorsque la température va augmenter, eh bien l'agitation thermique va augmenter, donc les molécules vont aller plus vite. Les unes par rapport aux autres. Donc les chocs entre les entités des réactifs seront plus fréquents puisque elles vont aller plus vite, ils seront plus violents du coup, et par conséquent le nombre de chocs efficaces sera plus important. Donc une plus grande fréquence de chocs efficaces. S'il y a une plus grande fréquence de chocs efficaces, alors l'acte élémentaire va se faire d'autant mieux. Donc on a la vitesse de l'acte élémentaire qui va augmenter et ainsi au final la réaction chimique va aller plus vite. De même, si on augmente la concentration des réactifs, on aura donc plus d'entités de réactifs par unité de volume. Donc la probabilité pour que les chocs entre les entités des réactifs se fassent sera plus importante. Donc on aura plus de chocs efficaces qui seront plus fréquents et donc là encore la vitesse de l'acte élémentaire va augmenter. Donc au final la vitesse d'apparition des produits va augmenter également. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à bien noter vos questions. À très bientôt.